Bonjour à tous et bienvenue au Loisir culturel Le Balado, une présentation du réseau des unités régionales de loisirs et sports du Québec. Mon nom est Frédéric et j'animerai la discussion aujourd'hui qui portera sur les infrastructures. Avec moi aujourd'hui, nous avons Emmanuelle Gendron, directrice du Centre d'art Baba, Claude Lepage, agent de développement culturel MRC Bellechasse, Carlo Alberton, directeur de la troupe-école Comédiens sans bagages, et Karine Lapierre, chargée d'infrastructure à la Bibliothèque de Laval. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler des infrastructures qui accueillent le loisir culturel, comme par exemple... j'ai un blanc. C'est quoi les infrastructures liées au loisir culturel? Aussi bien demander à mes invités. On commence avec la réponse de Claude Lepage. Chez nous, dans Bellechasse, je pense que les principaux pôles culturels sur notre territoire, ce sont les bibliothèques, évidemment, pour bien des municipalités rurales. C'est le seul lieu où il y a des activités culturelles qui se déroulent, donc c'est des foyers qui sont importants dans les petits milieux. Et la Maison de la culture de Bellechasse, chez nous, on a un diffuseur officiel en art de la scène, mais il y a aussi des cours qui sont offerts à la population générale en musique, en langue, en art. Donc, ce sont des pôles qui ne sont pas nombreux, mais sont importants dans nos milieux. Merci Claude. Emmanuel? Je ne sais pas si je dois nommer ce qui se trouve dans ma région ou ce que moi, je considère être une infrastructure de loisirs culturels. Ouais. J'aurais tendance à parler de mes deux préférés, donc les centres d'artistes et les galeries d'art. Je considère ça comme un besoin omniprésent dans la communauté. Merci beaucoup. Karine? Oui, mais en fait, Claude a volé ma réponse. J'aurais parlé de bibliothèque comme étant aussi mon institution culturelle préférée, mais espace pour le loisir culturel. Mais sinon, c'est sûr que les centres communautaires aussi là, ont une grande part à faire là, au niveau du loisir culturel. Puis il y a beaucoup d'activités et d'événements qui se passent dans ces endroits-là. Et j'ai envie de parler des centres sportifs aussi, peut-être, là, qui seraient des endroits où on accueille du loisir culturel. Absolument. Carlo? Mais en fait, j'allais dire un peu la même chose. Les centres culturels sont des lieux vraiment où, je dirais des centres génériques où monsieur, madame, tout le monde peut très bien aller là. Il y a des locaux qui sont prêtés gratuitement à différents organismes. Il y a tellement de pratiques de toutes sortes qui se font là-bas. Mais évidemment, il y a d'autres. Moi, à Québec, c'est sûr que c'est très, très riche. On est chanceux, là. Il y a des endroits plus spécifiques, vraiment dédiés à une seule pratique plus exclusive, là, comme nous autres, mettons. On a accès à un théâtre, donc évidemment, c'est le théâtre lui-même. Il y a vraiment d'autres, il y a des endroits comme ceux-là, là, comme nous autres, l'Expo Théâtre de la Visitation. Là. Ouais. Maintenant, est-ce que vous êtes capable de me dire qu'est-ce qui en fait un lieu de diffusion par rapport au loisir culturel? Est-ce qu'il y a des besoins qui sont spécifiques par rapport à ces locaux-là? Est-ce qu'au niveau des infrastructures, il y a quelque chose qui fait en sorte que, ça, si on n'avait pas ça, ça ne peut pas diffuser du loisir culturel? Claude, tu parlais justement des bibliothèques. Est-ce qu'il y a quelque chose, des besoins spécifiques? Puis là, je vais aussi poser la question à Karine par la suite au niveau des bibliothèques. Mais Claude, qu'est-ce qui en fait une infrastructure de loisir culturel? En milieu rural, c'est souvent assez minimaliste, là. Puis la réalité de nos milieux, c'est que le réseau des bibliothèques au Québec s'est beaucoup déployé dans les années 80. Puis chez nous, il y a plusieurs bibliothèques qui sont figées encore dans les années 80. Donc, il y a des besoins, là, quand on parle de bibliothèque troisième lieu, on va sûrement en parler tantôt, là. Qui n'ont pas bougé. Il n'y a pas toujours du réseau Internet dans les bibliothèques. Il n'y a pas d'outils. Il y en a qui l'ont, mais il y en a qui ne l'ont pas. Donc, je pense qu'on est mûr chez nous dans Bellechasse, mais un peu partout au Québec, là, pour une évolution de ces lieux-là, pour justement mieux répondre aux besoins de la clientèle d'aujourd'hui. Je te reviens tantôt parce qu'on a une belle question par rapport aux défis, justement, qui s'en viennent au niveau des infrastructures. Emmanuel, toi, de ton côté, tu nommais 2 centres tantôt. Qu'est-ce qui fait en sorte que ces centres-là sont des lieux pour le loisir culturel? Je considère que les centres d'artistes permettent de mettre en valeur les œuvres puis de s'adapter à différentes pratiques. Donc, selon moi, c'est vraiment essentiel de pouvoir mettre de l'avant autant les arts visuels que l'art de performance. Donc, c'est sûr qu'en région, je n'imagine pas un centre d'artistes qui est spécifique, comme par exemple ici, on a des centres d'artistes qui sont spécifiques à la photographie ou à l'art vidéo. En région, j'imagine quelque chose d'un peu plus multidisciplinaire, mais c'est tout aussi essentiel là, pour répondre aux besoins qu'on a de montrer la beauté du travail des artistes en région. Et Karine, on a évoqué les bibliothèques. Est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose?
Oui, en effet, je suis tout à fait d'accord là, avec les infrastructures juste en espace. Là, on a besoin aussi d'espace. On se rend compte, entre autres, à Laval, là, que pour la population qui est desservie, on manque là, de mètres carrés carrément pour réussir à répondre aux besoins de la population. Les bibliothèques débordent, autant au niveau des collections, mais de gens. Et puis, il y a plein de choses à faire là, justement pour adapter nos bibliothèques en bibliothèque troisième lieu, avoir des espaces innovants, puis permettre là, d'avoir des lieux adaptés à notre programmation culturelle là, pour que ça soit justement fluide et qu'on réussisse là, à bien utiliser nos espaces. Et Carlo, même question. Tantôt, tu nommais les centres communautaires et les théâtres. Oui, ma réponse va être un petit peu différente dans le sens que pour moi, en tout cas, c'est sûr que c'est ça. Toi, tu nommais des trucs qui sont très spécifiques à des régions où, mettons, il y a peut-être moins une grande diversité, une grande variété de structures disponibles. Mais mettons, pour moi, un lieu qui abrite le loisir culturel, pour moi, c'est plus dans notre approche. C'est-à-dire, quels sont les moyens qui sont mis en place pour que des citoyens puissent pratiquer leur loisir culturel et quels sont les autres moyens qu'on va mettre en place pour que des citoyens aient accès à finalement une diffusion. Donc, autant pour la formation, donc la pratique auprès des citoyens qui veulent découvrir cet art-là, le travailler, apprendre, peaufiner, et ceux qui veulent accéder à la diffusion. Donc, c'est ça, c'est comment on va mettre en place et ces deux volets-là du loisir culturel dans les mains des citoyens pour dire, OK, c'est véritablement un lieu citoyen à part entière. Ben, je continue avec toi, Carlo, parce que ta réponse m'amène à la prochaine question par rapport aux défis. Là, on avait des questions, dans le fond, de qu'est-ce que c'est, mais les défis en tant que tels, les enjeux par rapport aux infrastructures de loisirs culturels. Toi, tu as géré justement un théâtre. Oui. Donc, c'est quoi les enjeux, que ce soit du théâtre ou que tu connais au niveau des infrastructures? Bien, au niveau des structures qui sont disponibles pour nous, en tout cas, du moins, surtout dans un lieu, mettons, qui est réservé, qui est dédié à à une seule pratique culturelle à la main des citoyens, c'est sûr, c'est la nature des espaces eux-mêmes parce que, tu sais, nous autres, je dis souvent, moi, mes acteurs citoyens, je leur dis, vous savez, on est chanceux, on est à peu près la seule troupe de théâtre au monde qui a un théâtre. Donc, vous êtes chanceux. Les professionnels, les autres, ils répètent dans un théâtre. Non. Les professionnels, ils répètent pas dans un théâtre. Nous, on répète dans un théâtre, on joue dans un théâtre. Donc, vous voyez un peu, c'est un peu ça le défi. C'est-à-dire que on a des espaces qui sont gérés sur certains aspects par les villes, les municipalités, peu importe, mais on a des citoyens qui viennent donc pratiquer, qui viennent faire de la formation, puis en même temps, ces lieux-là doivent aussi servir de diffusion. On doit aussi, comme nous, par exemple, en théâtre, on fabrique des choses, on fabrique des éléments de décor. La ville peut, par exemple, par le biais de subventions, en tout cas, du moins, nous aussi, on peut aller chercher des sommes, etc. Donc, on accumule et toutes sortes de vocations à ces espaces-là. On accumule des objets, des ci, des ça. Donc, on finit par manquer de locaux parce que, tu sais, c'est ça. On a besoin de gens pour répéter, on a besoin de gens pour fabriquer des décors, on a besoin, puis en même temps, ce ne sont pas nos locaux. Donc, il faut pouvoir les respecter, comme la ville, mettons, le souhaite, et on accumule plein de choses, mais on a plein d'activités qui sont menées à l'intérieur de ces endroits-là, donc on manque des fois un peu d'espace. Justement, Carlo, tu m'amènes vraiment plusieurs enjeux qui sont notamment liés à l'espace, à son utilisation. Ajoutons à ça l'élément milieu de vie. Comment est-ce qu'on fait pour faire en sorte que ça devienne un milieu de vie quand il faut ajouter des divisions à travers les bibliothèques? Est-ce que c'est des enjeux que vous vivez? Oui, bien là, actuellement, dans les bibliothèques existantes, il y a des conflits d'usage, justement, parce qu'on n'a pas l'infrastructure pour répondre à tout ça. Donc, c'est vraiment plus difficile de fragmenter puis de permettre différents usages. On réussit, là, on a des petits trucs comme mettre des petites affichettes sur les murs, les tables pour signaler que ces espaces-là sont plus tranquilles versus d'autres où ça permet on peut discuter, par exemple, mais dans les futurs projets, là, c'est là où on est vraiment en train de réfléchir comment on va travailler, par exemple, avec le bruit et le silence. Puis maintenant, dans les bibliothèques, on tente plutôt d'isoler le silence. Au lieu d'isoler le bruit, ça devient des milieux de vie où on peut discuter, où on va créer des espaces de socialisation, des espaces de travail aussi, mais avec différents mobiliers qui vont permettre différents usages où, là, le milieu de vie, la maison, on va essayer de rendre les gens confortables, mais on va aller justement isoler le silence pour que les gens qui désirent encore lire ou travailler calmement en bibliothèque puissent le faire. Une adaptation de tous les jours parce que les citoyens changent, la clientèle change aussi. Merci, Karine. Emmanuel, toi, de ton côté, les enjeux par rapport aux infrastructures de loisirs culturels? Bien, premièrement, c'est qu'il en manque. En UHTB James, on manque d'infrastructures culturelles. Oui, on a certaines bibliothèques, puis on a un territoire qui est très, très
vaste aussi. Donc, on est du 49e au 55e parallèle à essayer de rassembler les gens puis de créer une unicité puis un sentiment d'appartenance sur cet immense territoire. Donc, c'est pas toujours évident. Je pourrais dire qu'un des plus gros enjeux, c'est justement ça, c'est de créer ce sentiment d'appartenance-là à un lieu en particulier. Quand je suis arrivée en région, il y a quelques années, je me suis rendu compte aussi qu'il y avait une espèce de crainte de la part des personnes qui sont natives de là-bas, qu'on implante un petit quelque chose puis qu'on parte après avec nos espoirs. Donc, vraiment, c'est de créer un sentiment d'appartenance, mais aussi une confiance pour les gens sur place dans les projets qu'on veut mettre en place. Est-ce qu'au niveau des réalités, au niveau un peu plus éloigné, j'allais dire, de région, est-ce que tu sens que ce type d'installation-là est impossible à venir imbriquer parce que ça prend des installations qui sont multi-usages, parce que ça prend des installations qui offrent beaucoup plus? Ce n'est pas impossible. Je pense par contre qu'il faut commencer par un centre multidisciplinaire. Déjà, il faut commencer à montrer que les gens en ont besoin. Les artistes le savent, mais la communauté ne le sait pas nécessairement. Quand je les vois participer aux événements que j'organise, ils le réalisent tranquillement, pas vite. Ça fait 3 ans que je travaille très fort à ce niveau-là. Je pense qu'à long terme, c'est ça qui va se développer un petit peu de manière tentaculaire. On a un QG général où il y a une salle qui est plus multi, qui répond à des besoins de professionnalisation des artistes en région. Et ensuite, va venir, je crois, la spécificité de différents lieux. C'est un peu la poule ou l'œuf, dans le sens que les artistes amènent... Ah, mais quel vient avant quel, là? On ne sait pas. le pouvoir d'attirer, mais aussi le pouvoir de venir mobiliser. Carlo, tu souhaites... Vas-y. Ben, ça fait un peu du millage sur ce que nos deux demoiselles ont discuté. Donc, je fais référence beaucoup à, dans le fond, comment les gens du milieu vont prendre d'assaut cet environnement-là. On parle dans les bibliothèques, notamment, d'avoir un endroit de rassemblement, une espèce de... Puis nous, c'est un peu ce qu'on travaille aussi. Nous, on a créé à l'intérieur du théâtre, justement, une zone ludique à l'étage pour que les gens puissent avoir leur sentiment que ce lieu-là leur appartient au-delà de la pratique elle-même. Parce que la pratique, en fait, moi, je l'ai toujours dit, nous, on fait du théâtre, mais moi, on dit que ça serait moins compliqué de faire du bowling. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on fait du théâtre. Oui, on adore le théâtre, c'est une chose. Mais on le fait surtout pour la bière après. Je blague un peu, mais tu sais, dans le sens où c'est pour créer des liens, pour se créer une communauté. C'est à ça que ça sert. Au-delà d'avoir accès à l'art lui-même fait par des citoyens, c'est aussi toute cette communauté-là, cet enthousiasme-là à se trouver une deuxième famille, etc. Donc, comment ces lieux-là, qu'ils soient dédiés à un art en particulier ou à un loisir en particulier ou encore qu'ils soient multi, moi, je crois que c'est en bâtissant, en construisant des espaces qui sont communs où les gens vont pouvoir se retrouver au-delà de leur pratique de loisirs culturels pour faire en sorte que ces environnements-là appartiennent véritablement à la communauté. Parce que, tu sais, avec les années, nous autres, notre micro-communauté, parce que un des préjugés qu'on véhicule beaucoup en loisirs culturels, c'est ben oui, c'est juste une gang de 12 personnes qui se costument et qui fait des shows pour eux autres. Alors que nous, on a des milliers de personnes qui viennent, on a des gens qui font 7 heures de route pour venir nous voir. Moi, c'est arrivé des années que j'avais des étudiants de l'étranger qui venaient suivre des cours avec moi. Donc, tu sais, il y a des milliers de personnes qui passent par ces structures-là et qui se créent une communauté. Tu sais, c'est pas juste... ça appartient véritablement. C'est pas un caprice, le loisir culturel. C'est pas une gang d'hurluberlus qui va jouer de la flûte le samedi à 4 heures du matin quand personne les voit. C'est pas ça, là. Merci Carlo de tes images de l'Uberlu. Puis j'ai vraiment aimé aussi tantôt ta phrase le loisir culturel n'est pas un caprice. Ça vraiment... En tout cas, j'ai vraiment aimé ça. Puis j'aimerais ça qu'on termine le tour de table concernant les enjeux liés aux infrastructures avec Claude. Ben, je résumerai en disant que le défi, c'est la réponse aux besoins. C'est ça. C'est la réponse aux besoins des citoyens. Des citoyens. C'est de bien répondre aux besoins avec ces infrastructures-là. Et puis, si je donne l'exemple des églises, qui sont des bâtiments en mutation, donc qui ont été construits pour toute autre chose que ce vers quoi elles se destinent aujourd'hui, c'est ça, c'est de ces grands bâtiments-là, de faire qu'elles répondent bien aux besoins. Donc, on installe là des facilités pour les citoyens, que ce soit pour le loisir ou des activités communautaires en général. Puis après ça, ben la question de l'œuf ou de la poule, là, après ça, on peut venir ajouter d'autres choses pour créer d'autres besoins, pour faire connaître, introduire des arts, le loisir culturel dans la population. Mais il faut que ça réponde aux besoins de la communauté, les besoins de base. La société évolue aussi, donc on parlait des bibliothèques, il faut faire évoluer ces infrastructures-là avec les besoins qui sont un peu changeants.
Donc voilà, la réponse aux besoins. Ben, j'ai un petit piège pour toi. Quand on parle d'infrastructure, souvent, c'est des grands investissements. Donc, on va faire des consultations publiques. On va s'assurer d'avoir le besoin de la population. On a une page, on a une feuille. Mais des infrastructures, souvent, c'est sur des années et des années. Comment est-ce qu'on fait pour s'assurer que ça ne devienne pas désuet? Que qu'est-ce qu'on met en place ne devienne pas désuet l'année d'après? Ben écoute, c'est évoqué, la consultation c'est majeur, puis je pense qu'il faut impliquer le plus possible les citoyens. On a une série de go, no go là, dans la consultation, tu sais, jusqu'où on va dans la réponse aux besoins, parce que si on veut répondre aux besoins de tout un, chacun, là ça devient compliqué, puis là on peut se tromper. Je pense qu'il faut mettre sur pied des infrastructures assez généralistes là, dans nos milieux ruraux qui vont répondre au maximum de besoins de l'ensemble de la population et des générations. Il ne faut pas tomber dans le piège d'être trop spécialisé dans nos milieux. C'est plus facile en ville là, d'avoir justement des infrastructures plus thématiques ou plus nichées. Mais donc oui, il faut rester un peu généraliste. Il ne faut pas faire un centre d'artistes dédié à l'estampe chinoise à Buckland dans Bellechasse. Et pourtant. Parce que ça se peut qu'il n'y ait pas tant de monde. Emmanuel, tu souhaitais rebondir tantôt? Oui, en fait, je suis complètement enflammée par tous les sujets qui se passent aujourd'hui. Là, je me rends compte que je pensais avoir rien à dire, mais que j'ai envie de tout dire à la fois. J'avais envie de redire que, dans le fond, ce qui est important, tu sais, le sentiment d'appartenance, c'est de rendre les lieux vivants. Puis c'est ça que j'entends pour les bibliothèques, c'est ça que j'entends pour le théâtre, c'est de mettre la communauté au centre de ces centres-là, finalement, que ce soit un centre communautaire, que ce soit une bibliothèque. On veut que la communauté se sente chez elle. On veut que le citoyen se sente chez lui. Donc, ça rend le lieu tout à fait vivant et périn parce que les gens veulent continuer d'y aller. Puis comme on parle même des églises, les églises, OK, c'est pas leur vocation première, mais c'est un lieu de rassemblement. Donc, ça se veut encore être un lieu de rassemblement. Petite bête sociale que nous sommes, sociable et sociale. On veut se rassembler, on cherche à se rassembler, puis ça nous fait du bien, même quand on tend à l'oublier, même quand une pandémie nous ramasse, puis qu'on s'isole un peu chacun notre bar, on tend à oublier que ça, cette espèce d'effervescence créative-là, quand on se rassemble, que ce soit pour un atelier de lecture, que ce soit pour une pièce de théâtre, que ce soit pour aller à une exposition, ben c'est nourrissant, enrichissant, puis ça fait de nous des meilleurs humains. Donc, je suis complètement enflammée, voilà. Ben merci de l'être. Là, je veux pas diminuer ta flamme, mais je veux quand même qu'on se redirige ailleurs. En fait, j'aimerais ça qu'on parle du changement de vocation. Il y a certains bâtiments patrimoniaux qui changent leur vocation. À titre d'exemple, les églises deviennent des bibliothèques. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, c'est un des moyens de sauvegarder ces bâtiments patrimoniaux-là. Si on parle des églises spécifiquement, c'est des bâtiments qui servent souvent moins d'1 heure par semaine. Donc, ça devient difficile de justifier de conserver un bâtiment quand il n'est pas utilisé. Donc, pour l'utiliser, il faut y amener le citoyen et non le paroissien. Donc, les gens qui ne pratiquent pas nécessairement la religion doivent entrer dans ces bâtiments-là, les découvrir, puis faire ce qu'ils aiment, donc un loisir culturel, une activité communautaire. Puis là, le bâtiment devient pertinent parce que là, on l'utilise. Puis là, ben, chaque citoyen est d'accord à investir des sous pour la préservation de ce bâtiment-là. Donc, c'est la réponse aux besoins de la communauté qui fait qu'un bâtiment patrimonial va rester debout. Parce que si on le limite à un usage qui est désuet, donc on parlait de désuétude, donc le bâtiment est voué à disparaître éventuellement. Donc, parlons-en justement de l'usage. Tantôt, on parlait de la difficulté pour un édifice de s'adapter à l'intérieur même de ses murs. Quand on y va avec un édifice qui n'est pas adapté ou conçu pour justement devenir un lieu de diffusion, comment est-ce que vous voyez ça, cet enjeu-là? Est-ce que c'est premièrement un enjeu? Oui, ben c'est un défi. Hein? Tout le monde parle de besoins en pieds carrés, là, mais une église, c'est des pieds cubes. Donc, c'est plus difficile d'habiter tout cet espace-là. Ça amène des enjeux aussi de code du bâtiment, ainsi de suite. Mais ce sont des bâtiments magnifiques. Puis ce sont des grands espaces, donc qui permettent quand même qu'on l'utilise, qu'on mette des espaces dans ces grands espaces-là. Donc, des boîtes dans la boîte, là, c'est souvent ce qu'on voit dans les réutilisations d'églises. Puis c'est des bâtiments qui offrent plein de possibilités, puis qui sont magnifiques. Hein. Donc, quand on tient une activité culturelle communautaire, c'est inspirant de rentrer dans ces bâtiments-là, des grands espaces. Ça comporte son lot de défis, mais les résultats qu'on voit, c'est souvent très apprécié de la population. Toi, Karine, ton opinion par rapport à ce changement de vocation-là d'un édifice patrimonial et en bibliothèque, comment est-ce que tu vois ça?
Je pense en effet que c'est intéressant là, pour avoir visité, par exemple, la Maison de la littérature à Québec. C'est magnifique. Donc, quand on parle d'espace inspirant, solide, ça peut inciter des gens aussi à visiter la bibliothèque et à la fois le bâtiment qui a été rénové. Bien, les bibliothèques, c'est les institutions culturelles les plus fréquentées aussi au Québec. Donc, ça amène des gens à voir ces lieux-là. Mais c'est sûr là, qu'il y a son lot de défis, je pense, à adapter ces espaces-là pour un usage là, qui est fonctionnel. Mais bon, il faudrait discuter avec nos collègues de la Maison de la littérature, par exemple, pour voir si vraiment ils ont des défis majeurs associés au bâtiment. Mais c'est magnifique comme espace, là. Puis... Ouais, puis encore là, c'est une question de population. Là. Justement, là, on parle ici de réponse à des besoins en ville, où la bibliothèque Monique Corriveau à Sainte-Foy, qui est une église complète dédiée à une bibliothèque. En milieu rural, ben là, c'est des bâtiments qui sont multifonctionnels. Donc, si je donne l'exemple de Saint-Vallier, là, qui a été inauguré ce printemps, ça regroupe les bureaux municipaux, ça regroupe un espace communautaire, ça regroupe des espaces pour des organismes, la bibliothèque, donc tout se retrouve sous le même toit, là. Carlo, tu souhaitais... Mais en fait, toute la question, moi, de la transformation du patrimoine versus qu'est-ce qu'on en fait, etc. Moi, c'est sûr, c'est une question sur laquelle je pourrais parler 72 heures d'affilée sans prendre de pause ni boire une gorgée d'eau. C'est une question qui est vraiment... Oui, c'est ça. Mais je vais faire attention, je vais essayer de circonscrire ce que j'ai à dire, mais dans le sens que ce que j'en comprends aussi, c'est que peut-être en lieu plus éloigné des grands centres, la question, c'est entre autres une question de sauvegarde, puis de rendre ces espaces-là, comme tu l'expliques si bien, disponibles à différents acteurs du milieu qui puissent avoir une place, autant pour l'administration que pour de la formation, que pour de la diffusion, etc. Dans certains lieux qui sont peut-être plus, disons, urbains, on va dire, toute la question, c'est moins une question peut-être de sauvegarde pour certains lieux. Je pense notamment aux Maisons du patrimoine, je pense à plein d'endroits que nous, on investit de façon théâtrale, mais très immersive pour les citoyens. C'est toute la question aussi de la fréquentation. Puis là, je vais faire attention, je ne vais pas parler que dans le sens où on est obligé d'avoir des centaines de milliers de personnes qui passent à chaque fois, c'est plus comme d'appropriation du citoyen pour ces lieux-là. Beaucoup de lieux, au cours des dernières années, je dirais pas que c'est un échec, mais c'est un constat qui est pas aussi enthousiaste que je pense que les instances municipales auraient souhaité. En tout cas, de notre côté, je sais qu'on est plusieurs organismes qui tentons d'investir ces lieux-là par le biais, oui, mettons par exemple des endroits qui sont dédiés aux arts visuels, puis que nous arrive avec d'autres propositions, on essaie d'arriver de mailler les arts visuels avec d'autres arts pour en faire des centres où justement le citoyen a accès à des trucs complètement fous, même si ce sont des environnements citoyens avec des organismes citoyens, même si c'est pas professionnel en tant que tel, on est capable de faire des choses vraiment exceptionnelles, des trucs structurants où il va y avoir des gens qui vont venir, où les citoyens vont s'accaparer ces lieux-là, nous, mettons, on fait nos jeux d'enquête Moriarty, les citoyens viennent le soir, il fait noir, la lumière il y a tout l'environnement nocturne, les gens sont « Wow, je suis jamais venu ici, c'est capoté », il y en a qui ont peur. C'est fascinant de voir quelle émotion ça suscite chez les gens de fréquenter ces lieux-là pour la première fois, qui sont au beau milieu d'endroits fréquentés. Je vous dirais que c'est un enjeu majeur d'appropriation par notre action de ces lieux-là et qui va faire en sorte que ces lieux-là vont être au-delà de leur propre sauvegarde. Il va y avoir une pérennité. Je vais me permettre de faire l'avocat du diable parce que dans le fond, le changement de vocation fait en sorte qu'on dénature ce qui était potentiellement, en fait, l'histoire du Québec, comment est-ce qu'elle s'est construite. Comment est-ce que vous voyez ça, le fait de dénaturer ce qui pourrait être un musée pour offrir du loisir culturel? Est-ce que, selon vous, c'est de dénaturer? Est-ce que, on parlait de réutilisation tantôt, Emmanuel? Je pense pas que c'est essentiel de dénaturer le lieu. Je pense qu'il peut se transformer l'instant d'un moment sans nécessairement le dénaturer. Je crois que de garder sa beauté patrimoniale, de garder son cachet historique est important. Bon, je suis une grande fan d'histoire, donc c'est sûr que je prêche pour ma paroisse, comme on dit. Mais j'ai déjà été faire des expositions dans des lieux, des événements dans des églises, qu'on a gardé tel quel, mais qu'on s'est attribué le temps d'une soirée, puis ça a donné lieu à des événements grandioses qui donnaient un sentiment intense, parce que c'est des lieux qui portent en eux une histoire, veux pas, c'est des lieux qui dégagent une espèce de vibration, je ne sais pas comment le mentionner, mais ce sont des lieux chargés.
Donc, je pense pas que c'est nécessaire de les dénaturer, mais on peut se les approprier. On peut collaborer avec les paroisses rendues là, parce que si on les change pas complètement, on collabore avec eux. Comme je pense en région, par exemple, moi, en UHTB James, les gens vont encore à l'église. Le dimanche, c'est plein. Le samedi, c'est plein. Donc, on peut pas nécessairement prendre les lieux puis le changer, mais c'est sûr qu'une fois que les églises sont abandonnées, je suis complètement pour le fait de modifier le lieu tout en lui gardant sa charge historique. Carlo? Très brièvement, je pense que même si on change la vocation d'un lieu patrimonial, on pense notamment aux églises, ben, je pense que l'importance de la mise en valeur justement de sa valeur patrimoniale, architecturale, etc., peut très, très, très bien cohabiter par... Oui. Tu sais, je pense entre autres à l'église brûlée à Sainte-Foy, là, je mets des guillemets, là. Ben, il y a toute une série de photographies, il y a des éléments architecturaux qui ont été sauvegardés, qui sont mis en valeur, il y a une mise en lumière qui est faite, et ça n'empêche absolument pas la tenue de plein d'autres activités. Donc, tu sais, on pense des fois qu'on dénature, mais en réalité, non. C'est juste une chose qui évolue. Tu sais, moi, je pense, entre autres, mettons, au théâtre dans lequel je suis. Il y a du théâtre depuis le 19e siècle, minimum. Parce que moi, j'ai des photos qui datent du 19e siècle. Tu sais, on pense des fois, hey, mon Dieu, mais on a dénaturé, on a fait un théâtre. Non, non, non. Il y a toujours eu. Donc, ces événements-là, rassembleurs-là, je veux dire, on dénature pas une église. Une église, au départ, c'est un lieu de rassemblement. Tu sais, nonobstant la foi, on s'en fout. Tu sais, je veux dire, c'est un lieu de rassemblement. Donc, ça continue. C'est juste ça. Je donne la parole à Emma. Juste Par une la petite suite, phrase, Claude et oui. Karine, j'aimerais ça vous entendre aussi. Oui, on le dénature pas. Par contre, j'ai plusieurs personnes, tu sais, autour de moi qui vont pratiquer, là, que je connais, sans être moi-même pratiquante. Puis je remarque que c'est super sensible. C'est vraiment un sujet qui est sensible parce que pour moi, de changer une vocation ou d'amalgamer des vocations pour un lieu qui est rassembleur, complètement, je suis 100% de ce côté-là, mais je me rends compte que ça peut blesser des gens puis que ça peut créer des craintes aussi de laisser de côté peut-être une nostalgie, une foi profonde. En tout cas, il y a quand même une espèce de bagage. Donc oui, comme mentionné précédemment, les lieux sont chargés d'histoire, mais sont aussi chargés de ces citoyens qui les habitent encore parfois. Puis je pense qu'il faut vraiment être prudent et ouvert quand on fait affaire avec ces lieux-là qui sont chargés d'histoire. Je pense que l'équivalent, Carlo, ce serait si on changeait ton théâtre en cinéma ou si on changeait ton théâtre en bibliothèque. Je pense que ce côté viendrait peut-être... Ça a failli devenir une salle de billard. Bon. Une salle de billard. Oui, pour le 3e âge. Donc, Claude, toi, de ton côté? Ça fait appel à la souplesse et au compromis, là, c'est évident. Ouais. Puis souvent, en milieu rural, ces bâtiments-là sont transformés, puis on offre encore le culte dans un bâtiment qui a été transformé. Donc, c'est le compromis. C'est sûr que ça peut heurter des gens. Par contre, si je vous parle d'un cas à La Durantaise, qui est une église qui a été transformée aussi. Puis, quand au début du projet, on avait demandé à la doyenne de la municipalité, qui avait, je pense, 92 ans, qu'est-ce que ça vous fait qu'on enlève les bancs dans l'église, tout ça? Vous ne pourrez plus vous agenouiller à la messe, tout ça. Ben là, elle a répondu que, premièrement, elle avait mal aux genoux, puis ça faisait bien son affaire depuis s'agenouiller. Mais que si ça permettait quand même de continuer à aller à la messe, mais qu'après ça, qu'il y ait une activité communautaire, je sais pas moi, un souper de l'âge d'or ou une activité de loisirs, des cours, ben c'était bien correct pour elle. Fait que la doyenne de la municipalité donne sa bénédiction, si on peut dire, à un projet de transformation, ben ça a rassuré beaucoup de gens, puis ça va très bien. Puis le bâtiment est utilisé aujourd'hui, puis les plus jeunes, des jeunes enfants jusqu'aux plus vieux, utilisent le bâtiment. Les plus jeunes, bien sûr, souvent l'ont découvert, sont rentrés pour la première fois dans ces bâtiments-là. Ouais. Ils ont vu toute C'est la beau, magnificence de ce beau, lieu-là. oui. Ça amène des questions. C'est une occasion de mise en valeur aussi du bâtiment. On explique, c'est quoi telle sculpture ou tel élément. Donc, je pense que c'est juste du positif, au final. Karine, toi, de ton côté? Oui, bien, tout à fait. J'ai peut-être pas beaucoup de choses à ajouter parce que je trouve que je suis en accord avec tout ce qui a été dit. Puis c'est sûr que ça touche des sensibilités, ça touche des croyances aussi, parfois des habitudes. Donc encore là, moi, je vais ramener la consultation. Discutons avec les gens pour voir jusqu'où on peut amener ces projets-là, comment les travailler. Puis en même temps, ben c'est ça, ça peut créer des super belles synergies, puis des bâtiments qui sont qui vont être pas j'allais dire améliorer, c'est pas ça que je veux dire, mais Qui vont s'adapter aux besoins. s'adapter en aux fait. besoins, puis qui Oui. vont, oui, tout à fait, être utilisés et visités.
oui, la consultation publique, puis je suis d'accord, puis on le dit jamais assez parce que la communication, c'est essentiel. Par contre, je pense que des fois, il faut montrer aux gens qu'est-ce qui est possible. Il faut leur montrer la magie, il faut leur montrer la beauté, parce que des fois, ils ne le savent pas. Des fois, ils ont peur, ils sont fermés parce qu'ils ont des habitudes, mais quand on leur montre la beauté de l'intergénérationnel dans un lieu de culte, la beauté d'une modification, la beauté d'une collaboration, ils vont se dire « Ah! » Je savais pas, mais finalement, oui, je suis d'accord, parce qu'ils l'ont vu. Parce que des fois, il faut voir de nos propres yeux pour pouvoir croire. Puis je pense que oui, consultation publique, mais aussi démonstration au public. J'irais pour les deux. Je dirais qu'au-delà de la réponse aux besoins, il faut aussi être audacieux. Absolument. Donc, faut prendre des risques, il faut essayer des trucs, que ce soit en loisir sportif ou en loisir culturel. On peut mettre un petit gymnase dans une église, on peut aménager un studio pour donner accès au numérique aux jeunes. Je pense qu'il faut aussi avoir cette audace-là pour amener un peu plus loin le projet. Là. Donc, oui, on répond à une large proportion de la population, mais aussi, on prend des fois des guesses où on amène quelque chose d'audacieux, un petit oomph dans le projet. Des fois, d'essayer de se tasser de notre zone de confort, là, c'est ce qui est le plus difficile, surtout dans ces édifices-là. Là. On comprend que, je pense que c'est quand ça devient un réflexe de « je m'en vais là, c'est mon milieu de rencontre, puis là, vous voulez changer, vous, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? » Donc, c'est pour ça que la relation aussi avec le citoyen est hyper importante. Karine? Oui, tout à fait. Puis en plus, ces projets-là, ça prend des années de planification. Donc, au moment où là, le citoyen va y avoir accès, bien, il y a des années qui se sont passées entre-temps, puis il faut demeurer à jour. Mais ça n'empêche pas que le citoyen il est capable d'être innovant lui aussi, puis de co-créer avec lui pour ce type de planification-là. À mon avis, ça peut être super intéressant. Mais en effet, il faut prévoir, il faut essayer de voir ça va être quoi dans 5 ans, le besoin. Tu m'ouvres la porte justement par rapport à ça. On parlait justement d'avoir un portrait qui est actuel. Donc, dans le fond, il ne faut pas avoir un portrait actuel. Il faut avoir un portrait de projection. Dans les projets. Exactement, une projection, une vision par rapport à nos bâtiments, Carlo. Mais je sais que d'un autre côté, en tout cas, moi, je m'inspire beaucoup de ce qui se fait partout dans le monde. J'essaie de rester vraiment actuel parce que, tu sais, le danger, c'est toujours... En fait, c'est pas le danger, mais c'est sûr qu'on veut être ancré dans notre communauté. On veut être près des gens. Donc, mais c'est de jamais s'encarcaner, stagner, s'enfermer dans un lieu avec nos propres membres, nos propres 5-6 citoyens, mais de toujours rester ouvert pour toujours accueillir. Donc, tu sais, moi, ce que j'ai trouvé comme moyen, mettons, c'est vraiment de voir tout ce qui se fait dans le monde, toutes les initiatives, c'est qu'est-ce qui est porteur. Mettons, moi, je suis en théâtre, donc je regarde beaucoup ce qui se fait à l'étranger, puis dire... Wow, il y a des initiatives, il y a des nouvelles façons de repenser, puis on est vraiment dans cette ouverture-là, à tout point de vue, dans une ouverture de comment intégrer le citoyen, comment amener le citoyen chez nous, mais comment aussi faire en sorte que le loisir qu'on aille à la rencontre des citoyens. Et il y a tellement d'initiatives absolument extraordinaires qui sont très loin de chez nous, mais qui sont des modèles qui sont tout à fait applicables ici. Moi, je pense que c'est un des moyens que j'ai trouvé pour essayer de rester actuel puis d'aller toujours au-devant de ce qui se fait déjà. Tu sais, moi, je dis toujours à mon équipe, tu sais, de bénévoles, d'administrateurs, d'acteurs, etc., je dis, OK, tout le monde fait ça, là. Nous, on le fera pas. On va où? Qu'est-ce qu'on fait? Puis on est en train d'implanter un comité jeunesse pour dire, OK, challengez-nous. Comment pouvez-vous faire la démonstration année après année que si on continue dans cette voie-là, on va devenir des vieilles croûtes? Dites-moi que je suis une vieille croûte, puis challengez-moi, dites-moi, je vais aller ailleurs, je veux faire autre chose. Qu'est-ce qui se fait pas? Bien, c'est ça qu'on va faire. Parce que oui, j'aime ça, j'entends une MRC qui dit il faut innover, j'entends quelqu'un des bibliothèques qui dit oui, on est pour ça. Moi, ça me fait plaisir d'entendre ça parce que comme tout le monde le dit ici, on fait un peu un consensus, tu sais... c'est pas vrai que le citoyen est fermé à l'innovation. C'est pas vrai que le citoyen n'attend que ça. Il veut juste découvrir. Des fois, il veut rassembler et découvrir. Mais il sait pas parce que c'est notre job de lui faire découvrir, tu sais. Puis c'est là, tu sais, qu'on voit que notre citoyen fait comme « Oh my God, si j'avais su! » Tu sais, moi, je me souviens, mettons, c'est très, très drôle. Il y a un soir, on faisait un jeu immersif, jeu d'enquête. Puis tu sais, on n'accueille pas des gens qui aiment le théâtre. C'est vraiment autre chose. C'est totalement immersif pour les spectateurs qui mènent une enquête avec 40 comédiens à travers plein de bâtiments patrimoniaux, tout ça. Puis là, il y a des gens, moi, je suis sorti en costume, puis il y a des gens qui criaient dans la rue, puis qui sautaient dans les airs, disaient « Si j'avais su que c'était ça le théâtre, ça fait longtemps que j'en aurais fait. » Tu sais, c'est clairement pas de la clientèle de théâtre, mais c'est ça, innover. Puis tu sais, des fois, innover, on pense que c'est, je sais pas, moi, quelque chose de bien abstrait, bien compliqué.
Absolument pas. Innover, c'est justement faire quelque chose qui va vraiment là, les interpeller, les toucher, qui va mettre en lumière, en valeur la communauté, ces lieux-là, notre pratique. Tu sais, il y a tellement de choses innovantes, merveilleuses qu'on peut faire. Je vais faire encore une fois l'avocat du Allons-y. diable. Comment est-ce qu'on fait? Parce qu'il y a une certaine clientèle qui aime. Qu'est-ce qui se passe en ce moment qui n'a pas besoin de changer, qui, elle, à tous les jours, savoure son théâtre de la façon dont il est? Comment est-ce qu'on fait pour les garder, ceux-là? Il faut y aller parcimonieusement. Il faut C'est-à-dire? leur montrer tranquillement des petites nouveautés, changer une petite chose. Puis des fois, on les surprend au détour. Il faut vraiment y aller de manière, je pourrais dire, stratégique et douce. Puis des fois, c'est doux la manière dont on est allé, mais ça crée des grands impacts au niveau du citoyen. La médiation, c'est La médiation culturelle. C'est important de mettre le citoyen en contact avec des choses qu'il naturellement ne ferait pas de lui-même. Puis j'aimerais parler un peu d'innovation. On a fait mention, Carlo, tout à l'heure. Mais dans le dossier de réutilisation des églises, on est probablement des chefs de file dans le monde. Le Québec? Le Québec, parce que justement, on ose beaucoup. Ah. L'école de cirque à Québec, une fromagerie à Sainte-Élisabeth, Pilou qui met des serveurs de Bitcoin pour chauffer son église. C'est tout des On méga ose, succès. c'est ça. On est vraiment dehors de la boîte là, pour trouver un avenir à ces bâtiments-là. Donc, faut se péter les bretelles aussi. Et comment est-ce qu'on fait pour amener le tout à nos décideurs? C'est-à-dire que oui, il faut convaincre notre clientèle, nos participants, mais comment est-ce qu'on amène le tout à nos décideurs? Claude, j'avais à te poser la question justement parce qu'il faut convaincre non seulement ceux qui vont l'utiliser, mais ceux qui vont payer aussi pour l'infrastructure. Comment est-ce qu'on amène ces projets-là? Encore là, la réponse aux besoins. Il faut montrer que le projet qu'on met sur pied, ça va répondre aux besoins de la population. Les élus, pourquoi ils sont là? Ils ont été élus par la population. Puis si la population le demande, ben ils n'auront pas le choix. Donc, Et la petite... si le citoyen ne sait pas, à titre d'exemple, on parlait tantôt d'aller chercher des choses dans différents pays. Si c'est quelque chose qui sort un peu on comprend que ça peut devenir stratégique, effectivement, d'ajouter des petites affaires à l'intérieur. Est-ce qu'on a besoin de statistiques d'utilisation d'autres pays? Qu'est-ce qu'on fait pour mettre en place quelque chose qui n'existe pas encore? ouais. Ben, l'innovation, je pense que ça a un côté, ça a un effet wow. Donc, souvent, ça titille la curiosité des gens. Puis, on vient démontrer que ça fonctionnait ailleurs. Souvent, c'est toujours plus vert chez le voisin. Mais non, si on met des infrastructures de base qui répondent à une base de la population, mais qu'on met aussi de l'innovation, ben moi, je pense que ça vient créer l'effet wow qui fait que à la fois la population puis les décideurs vont dire « OK, j'embarque là-dedans ». Je vous amènerai ailleurs, à moins que vous ayez d'autres choses à ajouter sur le sujet. Emmanuel. Ben, en fait, je pense qu'en région, j'ai une petite réalité qui est un peu différente. C'est que tout le monde veut me donner de l'argent pour que je parte des projets. Moi, je suis arrivée là, puis au début, je me suis juste impliquée auprès de ce qu'il y avait déjà en place, des organismes présents. J'ai embarqué sur les CA. Puis tranquillement, pas vite, ben, j'ai commencé à montrer un peu ma couleur par le biais d'événements qui mettent en contact, encore une fois, les artistes avec la communauté. Puis, ben, les gens, ça m'appelle à la maison. C'est quoi ton prochain projet? Qu'est-ce qu'on fait ensemble? Wow. Hey, t'as-tu besoin d'argent pour ça? Hey, excuse, il nous reste encore un montant pour de la culture. Est-ce que tu es encore là, Emmanuel? T'sais, on a besoin de toi. Donc, la réalité est un petit peu différente. Je me rends compte où j'habite, où il n'y a pas d'offres nécessairement. Il n'y a pas de personnes qui ont envie de se jeter à l'eau. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'accompagnement, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui sont comme moi, des cheval fous, puis qui vont se lancer dans des projets complètement démesurés, puis qui finalement vont les réaliser, heureusement. Mais voilà, la demande, en fait, l'offre n'est pas présente autant que la demande. Ici, je pense qu'on a de l'offre et de la demande, puis qu'il faut même faire un peu notre place parfois, puis sortir du lot, là. Voici le synopsis du documentaire Le troisième lieu, réalisé par Martine Foran. Depuis quelques années, les bibliothèques du Québec se transforment de façon spectaculaire. Dans l'esprit du rôle reconnu aux bibliothèques publiques par l'UNESCO, elles ne se contentent plus de constituer et de diffuser des collections de livres. Elles sont à l'écoute des réalités des sociétés. Elles vont chercher les publics cibles là où ils se trouvent, même dans les endroits les plus inusités, afin de les amener à la bibliothèque devenue, après la maison et le travail, l'endroit le plus fréquenté. Lieu de culture et de détente, mais aussi de plus en plus de références et de socialisation, tout est mis en œuvre pour accroître le niveau de fréquentation et favoriser la lecture. Sans se restreindre aux bibliothèques, dans un contexte de développement d'un milieu de vie dans une infrastructure, quel est le rôle du loisir culturel? Voici la réponse de mes invités.
Le loisir culturel crée des communautés d'intérêt qui se rassemblent autour d'intérêts, c'est ça, des gens qui sont intéressés par le théâtre, par la danse, par les arts visuels notamment. Puis ça crée justement, comme je le disais précédemment, des secondes familles et au-delà de la pratique elle-même, ces personnes-là ont besoin de se retrouver entre elles. Moi, je dis souvent, mettons, je vais donner un exemple concret. Moi, je dis souvent, nous, l'Expo Théâtre de la Visitation, les comédiens sans bagage, on est une petite communauté d'intérêt au service d'une plus grande communauté. Donc, de ne jamais oublier qu'au-delà de se nourrir entre nous, ça va, tu sais, on se retrouve entre nous, on est content, les gens sont de plus en plus isolés, il y a quand même beaucoup de détresse, on l'a vu notamment avec la COVID, il y a beaucoup de solitude. Donc, tu sais, le loisir culturel, on est là beaucoup aussi pour abaisser le niveau de solitude, de détresse psychologique, etc., le désir de créer des liens, mais on est là aussi pour créer vraiment des liens avec la plus grande communauté. Tu sais, comme je dis souvent, nous, le théâtre, mettons, là, s'il n'y a pas de représentation, s'il n'y a personne qui vient nous voir, ça s'appelle de la thérapie. Moi, je suis pas thérapeute. Donc, puis je ne psychanalyse personne, je ne soigne personne. Le loisir culturel, je l'espère, ne sauve entre guillemets personne parce que c'est pas notre rôle. Mais au final, si cette petite communauté-là où on détend la détresse, ou en tout cas la solitude, on crée des liens, puis qu'on va à la rencontre, puis on encourage le dialogue avec une plus grande communauté, ben quand même, il y a des gains au niveau de la santé mentale, on va se le dire, puis au niveau du tissu social. Oui, puis on parlait tantôt de personnes qui ne savent même pas que ça existe, donc je pense qu'il y a une nécessité effectivement à sortir de nos milieux. Karine, toi, de ton côté, au niveau du troisième lieu, au niveau des bibliothèques, est-ce que c'est nouveau? Est-ce que c'est quelque chose qui était vraiment très bien implanté présentement? Oui, je pense que le troisième lieu en bibliothèque, c'est... il y a personne, je sais pas, mais il y a personne qui remet ça en question, là. C'est complètement ancré dans les bibliothèques aujourd'hui, puis dans les futures bibliothèques, les nouvelles constructions. C'est complètement présent, puis justement... On le ressent et on réfléchit nos bibliothèques pour que cet espace de socialisation accueillant, ludique aussi, fasse partie de la bibliothèque, là, comme dans la dimension du troisième lieu. C'est sûr qu'au sein des missions des bibliothèques, on a aussi très à cœur l'apprentissage, la littératie, donc les différentes formes de littératie. Puis on voit aussi d'autres types d'espaces qui naissent, là, comme les Fab Labs ou les Media Labs, qui, là, les bibliothèques ont pris d'assaut la littératie numérique. Et puis, ces espaces-là, mais ils sont super intéressants parce qu'ils accueillent une programmation culturelle importante où, oui, il y a de la formation qui est donnée, il y a des activités où le citoyen participe, mais aussi, il y a, selon l'approche qu'on appelle OMAGO, qui est hanging out, messing around, puis geeking out. Donc, c'est 3 niveaux d'engagement que le citoyen, auquel le citoyen peut s'engager ou participer. Donc, il peut aussi venir de lui-même en bibliothèque puis décider à quel niveau il va s'impliquer. Est-ce qu'il va juste socialiser? Est-ce que, là, c'est ça le hanging out, socialiser, bidouiller, expérimenter, essayer de voir comme qu'est-ce qu'il peut faire, comment il peut le faire. Puis après ça, tu as l'expert aussi qui vient, qui sait ce qu'il fait, il a son projet, puis il vient, il le met à terme, il travaille. Donc, tous ces niveaux-là aussi d'engagement, là, on les retrouve dans des espaces comme ça qui sont innovants, puis qui vont travailler la littératie, mais vont permettre aussi aux gens de se l'approprier, puis de travailler à son rythme sur différents apprentissages, par exemple. Je donnerai la parole à Emma. Par la suite, Claude, je viens de voir. Bien, je sens vraiment que les bibliothèques sont un lieu communautaire essentiel. Même en région, on le sent, ils s'impliquent. Il y a des troisièmes lieux. J'avais jamais entendu ce mot, troisième lieu. J'ai vraiment été intéressée par ce que tu as dit tout à l'heure, puis je vais aller m'informer davantage en plus après. Le troisième lieu, je considère que c'est comme les galeries, c'est comme les lieux communautaires, c'est comme les endroits qu'on peut... Ben, Karine, est-ce que tu veux... Oui, mais c'est comme de dire, bon, le premier lieu, c'est la maison, ensuite, c'est le travail, puis le troisième lieu, c'est où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on fait après le travail. C'est l'endroit communautaire qu'on habite, finalement. C'est l'endroit où on va quand on a fini nos tâches régulières de la vie quotidienne. Il fut un temps, c'était peut-être l'église, mais là, aujourd'hui, c'est, dans les bibliothèques, par exemple, une bibliothèque pourrait être un troisième lieu où les gens vont se rencontrer. Ah, ben oui! Faire des activités. Je voyais la bibliothèque fragmentée en 3 lieux, comme, tu sais, l'espace qui est justement plus silencieux, l'autre espace qui est ouvert, puis l'autre espace qui est innovant puis qui sort des sentiers battus. Mais je comprends que c'est un tout, la bibliothèque, et qu'en soi, c'est un troisième lieu, comme par exemple un centre d'artistes, une salle d'exposition, un théâtre. C'est l'équivalent de dire un milieu de vie.
Un troisième... Ah, Le troisième lieu. Ah, mais je suis adepte du troisième lieu. Alors, utilisons ce terme-là. Claude, toi, de ton côté, au niveau de la MRC, le développement des troisièmes lieux, comment est-ce que tu vois ça? Souvent, la bibliothèque est le seul lieu culturel dans la municipalité, donc il est majeur. Et je pense que l'État va devoir investir massivement dans les prochaines années dans ces lieux-là parce que ça commence à faire pitié dans certains lieux, ce qui fait que la population, des fois, se désintéresse un peu de la bibliothèque, de la mélamine et des couleurs des années 80. Ça fait que je pense qu'il y a un coup de barre à donner de ce côté-là parce que faut dire aussi que les personnes qui animent ces lieux-là, c'est presque exclusivement des bénévoles en milieu rural. Donc, c'est des gens qui donnent leur temps, qui viennent faire du prêt au comptoir, qui animent même, qui font de la programmation, qui embauchent des compteurs, des artistes pour faire un peu d'activité culturelle dans leur municipalité. Donc ça, c'est un défi d'investissement culturel. Il s'en fait beaucoup en ville, puis le besoin est là aussi, mais en milieu rural, là, je pense qu'il y a un sérieux coup de barre à donner pour faire que les gens se réapproprient ce lieu-là. Si on parlait d'une carte de visite au niveau de la MRC, est-ce que vous avez une carte, est-ce que vous avez des bons exemples justement d'infrastructures que, waouh, ça on est fiers de ça? Le plus beau projet, le plus beau lieu culturel, c'est celui qui répond aux besoins de la population. Est-ce qu'il y en a une en tant que telle qui te vient en tête? Ben, c'est sûr que les projets les plus récents sont plus tripants parce qu'ils sont neufs. Je faisais référence à l'église de Saint-Vallier, donc c'est un lieu qui a été complètement réaménagé pour recevoir le citoyen. Donc, c'est trippant là, parce que tu peux tout aller faire là. Donc. Si tu nous faisais une visite audio, là, à quoi ça ressemble un peu cette bébête-là? Ben, c'est une église, donc c'est des espaces magnifiques. Hein? Le décor d'une église, c'est comme une salle de bal un peu. Donc, quand tu fais une activité communautaire dans une salle de bal, wow, c'est trippant, c'est lumineux, c'est beau, il y a des vitraux. Mais il y a aussi des espaces fonctionnels, il y a une cuisine, donc les gens de l'âge d'or qui veulent se préparer un repas, ils peuvent le faire. Il y a un petit bar s'ils vont faire des activités le soir. Il y a des salles de réunion, donc ça répond aux besoins. Et la bibliothèque, justement, là, elle répond mieux aux besoins de la population. Un nouveau comptoir de prêt et d'accueil, un espace dédié aux ados, un espace aux jeunes, d'autres pour la lecture avec des belles grandes fenêtres. Donc, je veux dire, c'est inspirant, ça te tente d'y aller. T'es pas dans un sous-sol de bureau municipal, t'es dans une église. Donc, déjà là, c'est inspirant. C'est ce qui met fin à l'épisode d'aujourd'hui. Nous souhaitons remercier nos invités Emmanuel Gendron, Claude Lepage, Carlo Alberton et Karine Lapierre. Merci à vous d'avoir écouté et on vous invite à aller écouter le prochain épisode qui portera sur l'implication bénévole. À la prochaine! Ce projet est réalisé grâce au soutien financier du gouvernement du Québec.